Global HD webinar. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première série de l'année 2021. Nous sommes en collaboration avec la Fondation CDC, l'initiative d'accès à la santé, le projet ECHO. Aujourd'hui, cette séance est consacrée au sujet essentiel de la maladie VIH avant pédiatrique. Le titre de la séance est Arrêter le sida avec les questions pédiatriques pour le VIH. Je m'appelle Ekeshua Camilo, je suis conseiller technique avec l'initiative Clinton. Je serai votre hôte pour la séance d'aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais donner la bienvenue à Bruce de l'équipe ECHO pour vous parler de certaines questions d'attendance. Merci et bienvenue à tout le monde et je vous souhaite une heureuse année avec quelques questions de logistique à réviser. Nous avons l'interprétation au français pour nos confrères et collègues francophones. Si vous souhaitez utiliser cette fonction, regardez sur votre barre Zoom, il y a un globe avec le signe interprétation. Si vous cliquez sur ceci, vous trouverez français comme étant une option. Et nous allons donc avoir une interprétation simultanée pour vous assister. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et si vous avez des questions d'informatique avec Zoom, nous vous demandons de les faire constater dans le chat et nous essaierons de vous assister de la meilleure façon possible. Nous attendons avec impatience vos questions et commentaires. Il y a une fonction QA, questions-réponses, qui se trouve juste à la gauche de l'interprétation. Mettez vos questions, insérez vos questions là-bas. Nous allons faire un suivi et nous espérons pouvoir répondre à autant de questions que possible. Nous allons également partager les diapositives de présentation par courrier électronique après cette séance pour tous ceux qui se sont inscrits et ce sera disponible sur le site web spécial qui soutient cette initiative et nous partagerons le lien pour cet endroit plus tard. Tous les liens pour la présentation pourront être retrouvés. Nous sommes en train d'enregistrer cette séance et votre présence marque le consentement à être enregistré. Nous donnons également des certificats de présence qui seront disponibles via l'Université de Nouveau-Mexique où le projet est basé. Vous avez un lien à la fin qui vous permettra de suivre, de prendre un sondage anonyme. Nous apprécions vos commentaires. C'est ce qui nous permet d'améliorer la qualité de ces séances et de planifier pour les séances à venir. Et vous recevrez également un certificat électronique pour que vous sachiez lorsque vous vous inscrivez à une donnée et que vous partagez les questions, nous vous faire en sorte que tout le monde puisse prendre ceci au sérieux et que tout soit protégé de manière adéquate. Diapositive suivante et nous passons de nouveau avec Ike pour voir quel est l'ordre du jour. Merci infiniment, Bruce. Nous avons une ordre de jour qui est très dense aujourd'hui avec tous les sujets et les présentateurs pour parler de ce sujet absolument crucial. On commencera avec une vue d'ensemble du Stop AIDS, Stop SIDA. Nous verrons également les manquements et les avancées significatives dans la lutte contre la maladie pédiatrique. Nous parlons également de la mise en place avec une présentation du ministère de la Santé au Lesotho, ainsi qu'une présentée d'Elisabeth qui est de l'association pédiatrique. Nous avons ensuite une possibilité d'avoir une fois en question avec mes confrères de la Fondation CDC. Ceci dit, nous donnons la bienvenue au premier présentateur. Il s'agit de Martina Panazzato, et qui est leader de la section VIH-Sida. Elle travaille à l'OMS à Genève. Elle est une spécialiste des maladies infectieuses et au cours de ces 6 dernières années, elle a montré la voie à suivre au niveau des soins et des traitements pédiatriques pour le monde avec l'accès aux services pour les enfants qui vivent avec le VIH. Martina, bienvenue et c'est à toi.
Merci de la part de l'OMS, à nos partenaires, pour cette invitation et participation sur ce webinaire important, sur un sujet qui, clairement, est d'une importance centrale, alors que l'on prend en compte les prévisions les plus récentes et comme communauté, nous devons identifier les enfants qui auraient le VIH pour pouvoir les atteindre avec une thérapie adéquate. Et il y a trop d'enfants, adolescents qui se présentent tard avec des symptômes. Et c'est la raison pour laquelle ce sujet est si important aujourd'hui. Nous savons que la tuberculose est une infection bactérienne qui est une cause principale de mortalité dans cette frange de la population et c'est confirmé par les analyses qui sont menées par nos confrères et ceci confirme à quel point la tuberculose est un facteur important dans la mortalité de ces enfants. Ceci est véritablement la base de lignes directrices pour 2017 pour développer des lignes directrices pour faire un suivi sur les maladies, un suivi pour voir à travers les groupes d'âge et sur base d'essais qui ont été menés avec les adultes pour développer les recommandations qui permettent de mettre en place des packages d'intervention pour la lutte contre la maladie VIH à travers les segments de la population. Nous avons réussi à capturer les nuances qui sont spécifiques aux populations, qui incluent les enfants et les adultes. Il y a un traitement, des mesures prophylactiques également pour éviter les infections avec une initiation rapide et une adhérence intensifiée pour que tout le monde qui a des symptômes avancés de VIH puisse recevoir ce soutien. Ceci dit, il s'agit de se concentrer davantage sur la population adolescente et pédiatrique. Nous avons développé un document qui a été inclus dans le dossier de travail qui a été lancé au mois de juillet 2020. Et ceci nous a donné la possibilité de remettre en valeur certains éléments et de donner un soutien aux pays qui allaient lutter contre le VIH qui atteint les enfants et aussi les adultes. Nous avons pu clarifier certaines choses parmi les enfants au sujet de cette maladie. Nous savons que la définition pour les enfants de plus de 5 ans est en ligne avec ce que nous avons pour l'instant avec les adultes et les adolescents. Les enfants qui ont moins de 5 ans devraient également être considérés comme ayant VIH avancé. Et ceci est le sujet de cette présentation. Et nous savons ceci parce qu'il y avait une conception avec une définition qui était en conflit avec les recommandations au sujet de la mise en place de traitements. Et pour les enfants de moins de 5 ans qui ont commencé avec ART et qui ont stable cliniquement après une année, ils ont la possibilité de recevoir une assistance sur plusieurs mois. Nous avons également donné ce que nous espérons être un cadre de travail utile pour pouvoir voir quels sont les éléments clés de l'assistance avec le screening, l'optimisation, le traitement et la prévention avec comme objectif Stop SIDA. Nous avons mis ces composantes en détail et j'espère que beaucoup d'entre vous ont eu la possibilité de regarder ce document de manière plus attentive pour voir quelles sont les composantes et les points principaux pour que vous puissiez être plus familiarisés avec ceci. En commençant avec le screening, les détections. Ce qui est essentiel, c'est d'identifier la tuberculose, les infections cryptococcales et la mauvaise nutrition, la malnutrition. Ici, il s'agit de
voir quelles sont les recommandations de l'OMS au niveau de faire une détection de TB pour les enfants avec des algorithmes et également avec des radiographies de la poitrine quand c'est disponible. Mais également l'utilisation d'instruments et d'outils diagnostiques avec le système de diagnostic moléculaire et également avec un lame assez d'urine. Pour les infections cryptococcales, les composantes sont présentes chez les adolescents, principalement avec la prévalence de cette maladie qui est très présente chez les groupes d'âge jeune âge, avec une, euh, un antigène, détection d'antigène de séroplasma ou de sang. La malnutrition est importante avec la pandémie qui est présente et qui est un défi pour beaucoup de pays. Je ne vais pas rentrer dans les détails du diagnostic parce que je sais que c'est un sujet qui a déjà été abordé par le passé et qui sera à nouveau traité. Mais voici une diapositive de ma confrère qui fait un résumé des essais moléculaires qui peuvent être faits pour diagnostiquer la tuberculose. Je veux vous rappeler tout simplement que nous savons que prendre une photo chez les enfants, c'est très difficile, mais nous savons maintenant qu'on peut utiliser cette technologie moléculaire sans photo et nous avons la possibilité d'utiliser tous ces instruments. Je veux vous rappeler également l'existence de recommandations au sujet de l'âme urine. Avec ces recommandations qui ont été développées en 2019, on ne parle pas des lignes de recommandations 2017, mais comme vous le savez, ces recommandations ont été développées pour les patients qui sont traités à l'hôpital et qui sont simplement aussi en dehors de l'hôpital, avec une incidence sur ces recommandations dans le contexte des soins. Comme rappel, encore une fois, nous avons les instruments et les outils qui nous permettent de gérer le VIH avancé chez les enfants. La murine est importante dans ce cadre et c'est la publicité d'utiliser testing moléculaire dans des situations non sputum et finalement avec aussi un test cryptococcal antigène qui permet de diagnostiquer ceci chez les adolescents. Évidemment, au niveau du traitement, les messages clés, c'est que le TB demande un ajustement de la dose ARV. Pour les enfants qui ont VIH, ce n'est pas différent des enfants qui vivent avec le TB, mais il faut mettre en place des adaptations au niveau de la thérapie. Nous savons que beaucoup d'entre vous se sont retrouvés avec des défis à l'heure de la disponibilité des formules qui permettent de booster ces enfants qui sont sur un régime. Le futur sera peut-être un peu plus simple avec l'introduction maintenant de 10 milligrammes, une tablette qui devient disponible dans les pays cette année, qui nous permettra de traiter les enfants de 4 semaines et 3 kilos. Nous allons pouvoir utiliser ceci dans le contexte de traitement TB et comme c'est approuvé par la FDA pour la multiplication des doses en donnant ceci 2 fois par jour. Une autre chose importante pour les enfants qui ont VIH avancé, il faut traiter les infections bactérielles, les pneumonies, qui devraient être faits en phase avec les règles existantes de l'OMS en tenant compte de PCP qui est important pour les enfants, même si c'est moins fréquent que par le passé. Et finalement, la malnutrition est quelque chose qui continue d'être très important. Comme on l'a dit, il s'agit de faire attention avec la pandémie présente qui va augmenter ce problème. Et pour être complet, les recommandations cryptococcales de maladie avec pour la première semaine des recommandations et pour la deuxième semaine, voir aussi comment vous devez utiliser le fluconazole.
Pour l'optimisation, il faut comprendre que le début de l'RT est critique et essentiel et il s'agit de l'élément de stabilisation dans les hôpitaux. L'ART doit commencer tôt, mais dans ce contexte précis. Il faut également être certain que les patients commencent avec ceci avant de retourner à la maison pour éviter des pertes et également pour être certain qu'ils sont unis au centre qui vont leur donner cette assistance de routine avec le soutien de ces populations vulnérables qui ont besoin d'un soutien continu. Au niveau de la prévention, les pas critiques, les étapes critiques en passant de la vaccination, le vaccin pneumococcal, mais également le BCG. euh, Et nous savons que durant la pandémie, il y a des tas de choses qui changent au niveau des programmes d'immunisation de routine et nous savons qu'il est important de faire en sorte qu'il y ait un suivi. Il n'y a pas de perte d'intérêt de fluconazole et de trimoxazole pour ces enfants. Au niveau de prévention de TB, nous savons que l'INH à 6 mois est une chose qui est recommandable, indépendamment du régime sur lequel les enfants se trouvent, mais nous savons que nous avons un régime avec un HP et 3 HP qui demande que certains groupes d'âge d'enfants qui n'ont pas reçu des thérapies rétrovirales avec l'interaction des produits pharmaceutiques. Donc, il s'agit de quelque chose qui est généré maintenant et nous espérons de pouvoir bientôt donner accès à ces régimes à tous les enfants qui ont le VIH, même sur des doses modifiées. Et finalement, fluconazole comme intervention pour les adolescents qui ont un résultat positif ou au niveau de prévention. Avec tout ceci, nous espérons que beaucoup de pays vont commencer à mettre les choses en place. Il y a une série de documents qui permettent de souligner l'importance de mise en place de ces packages, de ces paquets, avec les recommandations qui sont souvent émises par les programmes, qui parfois fonctionnent de manière séparée, mais ceci doit être utilisé pour trouver une meilleure cohérence et coordination. Nous pensons également qu'il est important que l'enregistrement et l'acquisition de biens est essentiel ici. Ce sera la première étape pour la mise en place, mais également les politiques et les protocoles qui nous permettent de pouvoir avoir ces vaccinations. Et nous savons que ça a été difficile dans certains environnements. Au niveau des centres, nous savons que les paquets de maladies avancées ont été mis en place et ce contexte est essentiel de définir les composantes des paquets qui peuvent être passés et comment ceci peut être soutenu avec une formation. Nous voulons également faire en sorte que chaque centre ait une variété de choses et d'instruments pour faire des dépistages nécessaires. Et finalement, il doit y avoir des protocoles clairs pour des mises en contact. Il est essentiel pour le personnel sanitaire d'avoir la formation, la capacité de faire une supervision et il s'agit ici d'un pas important. Nous devons également avoir des personnels sanitaires qui puissent faire un diagnostic clinique clair. Au niveau des laboratoires, encore, les SOP sont centraux, essentiels au niveau de la formation, également de la capacité de créer des activités. Entre autres choses, on parle de la collecte d'échantillons pour le dépistage du TB qui est difficile. Et finalement, explorer la capacité de surveillance AMR.
Pour ce qui est le suivi des médicaments, il faut voir quelle est la toxicité du médicament et également faire en sorte qu'il y ait des instruments pour pouvoir faire un suivi de la mise en place du paquet et du développement. Je sais qu'elle va parler de ce sujet-ci, des manquements dans la recherche et il y a ici, comme vous pouvez le voir, une trousse de travail et on retrouve une série de liens qui, nous l'espérons, seront de grande utilité pour pouvoir vous assister dans les recommandations que vous émettons. Je vais en rester là. Je vous remercie pour votre attention et je suis très heureuse de répondre aux questions que vous Thank you pourriez very avoir. much, Martina, for that Merci Martina brilliant presentation. pour cette brillante présentation. I'd just like to remind Je voudrais simplement vous rappeler feature to submit que vous questions. pouvez I'd utiliser like to introduce le our chatbox first pour speaker, poser vos questions et également le QA pour Joseph présenter Harwell. pour Herb has envoyer vos worked in questions. Southeast Je Asia voudrais for the past présenter 7 Herb Barwell years, qui va être including notre as head prochain of Southeast présentateur. Asia treatment. Il He is the travaille senior depuis très director longtemps of the sur la Clinton question du VIH. Clinton Il est Clinton Health directeur Access de Center, l'initiative and Clinton provides Accès à la clinical santé support to China avec le countries. soutien aux We also équipes have au niveau Clifford Orr, mondial. professor of medicine and pediatrics Il est le at the chef Warren Hall de Medical School l'unité from the pédiatrique à University of Kansas. l'université You're welcome, Brown, Herb. You may please present. faculté de médecine Warren Albert. Merci pour cette présentation. C'est un plaisir de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui sur les recherches continues avec les vides qui existent ici. Sur 15 minutes, il y a beaucoup de choses à dire et j'ai donc choisi les choses qui me semblent être essentielles et qui peuvent amener une transformation. Mais je serais heureux de parler d'autres choses si vous le souhaitez. Avec ce que nous faisons, nous insistons sur l'importance des causes de la morbidité. Il y a une étude qui a été faite en Afrique du Sud qui a montré que 29 enfants qui meurent d'une maladie respiratoire avaient le PCP et 22 avaient le CMV. Et les méthodes moléculaires ont montré que le diagnostic montrait 2,5 PCP. Le CMV est fréquemment réactif dans les patients qui ont le VIH et qui ont euh, besoin d'un échantillonnage pathologique et c'est souvent peu pratique. Pour vous montrer encore une fois, avec l'analyse que Martine vous a montré tout à l'heure, qui encore une fois met en valeur le problème de la tuberculose, qui est davantage ce que l'on verrait chez les patients adultes. En haut à droite, vous pouvez voir des informations, des études post-mortem dont on a parlé tout à l'heure. Et en bas à droite, vous avez une tache fluorescente de spécimen viral qui est utilisée pour diagnostiquer euh, de manière statistique. Mais on m'a parlé d'un essai de développer un antigène synthétique d'un groupe qui se trouve au Portugal. Ce groupe a utilisé le test de flux latéral et lorsque ça a été utilisé avec des patients, il a permis d'identifier IgM de manière assez fiable. Ça doit être optimisé et testé avec les enfants pour être sûr que les enfants IgM peuvent également être détectés par cette technologie nouvelle. Ainsi, une photo de ces strips de test pour déterminer quels sont les tests avec un contrôle positif et leur performance par rapport aux échantillons négatifs. Le diagnostic de la tuberculose est un véritable problème et pour les enfants qui ont VIH avancé, il y a une difficulté à donner une touche suffisante pour pouvoir un sputum suffisant avec des maladies extrapulmonaires pour être encore plus malade si les organes inférieurs sont également sous pression. Les choses ont
ont été améliorés, mais il y a encore trop d'enfants qui ne sont pas suffisamment traités avec des déterminations qui sont faites sur base de l'information. Avec les tests, il n'y a pas véritablement un test suffisamment sensible pour fonctionner comme un test qui élimine les options. Différentes technologies ont été développées, mais on a besoin de déterminer où ceci pourrait avoir une place dans le cadre d'un diagnostic. Voici une de mes radiographies préférées de TB. C'est un enfant de 8 mois qui a été en contact avec sa maman qui avait la tuberculose. D'abord, j'ai vu l'ombre, mais lorsqu'on le regarde de plus près, on peut voir ce qui est refait comme étant une double densité avec des nodes de lymphe supérieure qui montrent le genre de difficultés qui se posent avec les enfants parce que le diagnostic de TB se base sur des échantillons de sputum et ce patient a un problème pulmonaire. Les gaz peuvent être obtenus, les enfants, mais lorsque les études de 651 sites en Afrique du Sud nous montrent un 6 de capacité pour l'induction de sputum et 5 avec la possibilité d'avoir des échantillons gastriques, il y est clair que la disponibilité de l'urine, également euh, des selles, avec une évolution de les diagnostics pédiatriques, le sputum induit peut devenir une option, comme ça a été montré par certains confrères. Nous travaillons sur l'utilisation intéressante d'un rayon X digital avec l'interprétation d'intelligence artificielle pour améliorer la vitesse du diagnostic de tuberculose. Et l'OMS vient de mettre publier son conseil sur le dépistage de TB avec la possibilité d'utiliser un CRP sur des patients qui traditionnellement avaient une spécificité basse pour les symptômes au niveau de dépistage, comme les patients qui ont VIH, qui sont rarement diagnostiqués, et pour commencer avec leur RT. Ici, nous montrons des résultats d'une étude de Sylvie Lacoste avec l'amurine et experte de sel pour des enfants qui sont hospitalisés. Ici, il s'agissait de voir si on pouvait stabiliser ces patients avec du sputum qui ont été pris également des selles et de l'urine pour aider le diagnostic TB. Avec 164 enfants ont été testés avec 13 qui ont été confirmés pour la tuberculose. On a trouvé que les selles avaient une sensibilité pareille à celle du sputum, ce qui suggère que les selles peuvent donner un autre spécimen avec un résultat similaire à celui du sputum chez les enfants. Incomparable avec les anciennes informations, la sensibilité était considérée comme étant basse à 43 mais ceci l'a augmenté à 60 chez les enfants avec une immunosuppression sévère. Fujifilm a préparé un nouveau système qui permet d'avoir une sensibilité plus grande sur l'air-lame chez les adultes, mais pour les enfants qui ont été hospitalisés avec TB suspectés ont eu des résultats similaires, mais la spécificité était plus grande avec Fujilam. C'est peut-être parce que la récolte des spécimens finit par être contaminée avec des coronabactériums qui se retrouvent dans d'autres activités. Ceci dit, le point de soin pour les enfants serait véritablement une avancée spectaculaire et nous avons besoin de davantage d'échantillons avec les enfants et des informations pour déterminer comment ces tests tiennent dans le diagnostic. Voici les données sur le test Fujilem
qui montre tous les enfants, y compris ceux qui étaient VIH positifs, négatifs, et les autres enfants. Les résultats au niveau de la sensibilité étaient comparables, mais la spécificité était significativement plus élevée avec Fujilam. Pour la prophylactique, on peut parler de l'azithromycine. Les études ont montré que la réalité au niveau des essais montrait, comme la docteur Penazzato parlait, les soins prophylactiques qui incluent 5 jours d'azithromycine. Il a été trouvé une réduction de la mortalité au sein du groupe d'intervention, ce qui permet de laisser supposer qu'il y a un avantage additionnel de l'azithromycine. Il y a une étude assez inquiétante qui a été faite dans des pays au niveau de la population, qui s'appelait le Mordor, qui donnait 2 doses annuelles de zithromycine chez tous les enfants de moins de 5 ans d'âge, pour trouver comme résultat une mortalité qui a été réduite, un taux de mortalité qui a baissé, principalement au Niger chez les jeunes enfants. Une étude qui a été menée par Verbal Autopsies a montré que beaucoup de ces réductions étaient grâce aux réductions de méningite et de maladies centriques. Et finalement, on a trouvé comment la maladie a été réduite chez les enfants qui ont des maladies pulmonaires associées à VIH. Pour ces résultats de l'étude Mordor, voici la diapositive avec une autopsie verbale de l'autopsie qui est montrée sur la droite. Il y a une série de régimes pour la prophylactique TB qui sont disponibles avec une option pour tous les enfants, mais la prophylaxie pharmacine est en augmentation. Ceci dit, comme Martine l'a mentionné, pour les gens qui ont des interactions VIH, il faut tenir compte de ceci, ce qui est vrai pour la plupart des VIH pédiatriques. Les données sur 2 fois la dose quotidienne avec une dose quotidienne qui semble être raisonnable chez les adultes qui reçoivent 3 HP avec 1 fois par semaine et qui peuvent continuer à prendre ces doses standards. Et au niveau de l'essai Odyssée des enfants de 6 ans, on reçu les tablettes recouvertes des adultes, ce qui a montré que 2 doses par jour étaient adéquates pour les générations. Pour les enfants de moins de 6 ans, il y avait des doses disponibles et qui peuvent être mises de côté par après. Avec l'utilisation de doses 2 fois par jour, nous n'avons pas de données sur cette formulation spécifique pour les étages de ce groupe d'âge. Et pour les enfants qui ont des inhibiteurs, n'oublions pas acémilizide comme étant une forme efficace de prévention. Il y a des informations des essais Odyssée qui ont montré que les doses 2 fois par jour, 50 mg, tablettes couvertes pour les enfants qui étaient en traitement pour le traitement de la tuberculose. Finalement, pour passer à la méningite cryptococcale, il y a un travail important qui a été accompli au niveau de liposomale, amphithromycine, qui montre ici que l'étude de phase 2 avec une dose unique comparée par une autre dose de amphithromycine liposomale, 3 mg par kilogramme pour 2 semaines et 2 autres stratégies à court terme avec des taux de mortalité similaires et une tolérabilité améliorée pour la dose unique. Ceci dit, l'ambition des chercheurs a mené ceci à une phase 3 d'essai. Lors de cette phase 3, les patients ont été exposés à des doses de conazole comparées avec une semaine sur le liposomal amphétamine dioxychyle avec fluconazole et fludazine.
Les résultats de cet essai étaient anticipés comme étant complétés le 31 décembre, mais l'impact du COVID a ralenti les taux de développement des essais, la vitesse de développement des essais, mais nous attendons avec impatience les résultats de ces essais qui est important pour les adolescents. Sur ce, je crois que je vais mettre un terme à ma présentation. Si vous avez des questions, ce sera avec plaisir que je pourrai y répondre. Merci pour votre attention. Merci Herb, avec tous ces détails comme d'habitude. Nous passons à notre troisième présentateur. Je voudrais donner la bienvenue à Matizo Morayani. Matizo est un leader de gestion de santé avec plus de 20 ans d'expérience dans le soin des patients, avec une lutte contre le VIH au Lesotho, avec un rôle essentiel dans l'augmentation de la couverture de la lutte contre le VIH avec la stratégie ACT. Elle continue à soutenir le développement des politiques et des lignes de direction et la mise en place et l'amélioration des résultats de la lutte pédiatrique VIH. Mathilde, c'est à toi de te prononcer. Vas-y. Mats, Matsitso, toujours en mode silence micro. Il faut changer le mode micro. En bas à droite, s'il vous plaît, madame. Voilà, vous y êtes. Voilà, merci. Désolé pour ce blip. Ici, merci à l'équipe Eco Global pour m'avoir invité pour ce webinaire important. Je vais commencer à partager avec vous notre manière de travailler ici au Lesotho. Je vais vous montrer ce qui s'est passé au Lesotho et ensuite nous allons voir comment nous avons fait pour traiter le VIH avancé et également comment le pays a obtenu les résultats et quels sont les points suivants. Mathilde, désolé de t'interrompre. Est-ce que tu es en train de partager ton écran ou comment est-ce que tu veux faire? Oh, je croyais que je partageais déjà mon écran. Non, non, pas encore. Mais est-ce qu'on peut m'entendre? Oui, on t'entend parfaitement. En bas de l'écran, tu dois cliquer pour partage de l'écran ou de fichier, tu peux le faire. Can you see my screen now? Ça y est, vous pouvez voir mon écran maintenant? Oui, c'est très bien. Excellent. Eh bien, j'ai déjà parlé de cette diapositive et également de résumé et pour parler de la prévalence de 27,7%. Et lorsque l'on regarde les questions qui se présentent ici pour les enfants, nous allons parler de la tuberculose, de la TB, avec des infections bactérielles sévères, la pneumonie gyrovicile pneumocystique, puis PJP, et également les autres morbidités et mortalités AHD qui sont présentes dans ce pays avec la malnutrition et l'encéphalopathie VIH. Alors que le pays met en place le paquet de soins AHD
le ministère de la Santé et les programmes de VIH-Sida jouent un rôle crucial de coordination dans la gestion de VIH-Sida avec l'effet positif de leadership solide qui a eu un impact sur des segmentations pour des programmes, y compris la gestion de VIH pour le pédiatrique, services différentiels de VIH et des modèles d'assistance et bien davantage. Et nous allons vous parler des efforts de coordination pour ensuite voir la formation et également le financement durable avec développement avancé VIH. Dans le pays, on a mis l'accent sur la population pédiatrique et avec des efforts de coordination, nous avons une coordination qui est faite avec des équipes de travail qui montrent l'inclusion de partenaires, y compris Baylor et ECPAF. Au niveau de la mise en place avec la phase 1 dans 18 hôpitaux, mise en place de la phase 1 pour les 18 hôpitaux est en marche avec la gestion de maladies VIH avancées. Comme résultat de soutien politique et des partenaires, une mobilisation des ressources pour les biens à acheter devient importante avec l'engagement du gouvernement et des partenaires, des différents partenaires qui y participent. Et il y a au niveau de la deuxième réponse, développement de connaissances base HD. En 2020, le Lesotho a développé un manuel AHD, le premier qui se concentre aux recommandations AHD au Lesotho. Avec ces recommandations, il y a une définition qui est la suivante. Pour les adultes, adolescents et enfants de plus de 5 ans d'âge, avec un compte de cellules CD4 inférieur à 200 cellules par millimètre cube ou selon l'OMS, stade clinique 3 ou 4. Pour tous les enfants positifs VIH en dessous de l'âge de 5 ans, indépendamment du nombre de CD4 ou des étapes de l'OMS qui sont considérées comme ayant AHD. Avec des enfants, il faut donner un traitement qui soit inclusif avec des opportunités associées à l'AHD, les affections OLS, malnutrition, l'encéphalopathie, VIH. Les recommandations sur ces conditions pédiatriques HD sont renseignées par l'épidémiologiste local. Les lignes à suivre ont été distribuées aux 18 hôpitaux de district. Et avec notre réponse au niveau de la formation, en 2020, au mois d'octobre, il y a eu 278 membres du personnel soignant dans tous les 18 hôpitaux du district qui ont été formés sur la gestion, le management de la HD. Pour la deuxième phase, il s'agit de passer au centre de santé. Nous utilisons la gestion AHD avec l'utilisation de AHD en étant en ligne avec les recommandations du manuel du AHD avec une assistance sur la tuberculose pédiatrique, PJP, malnutrition, infection bactérielle sévère et les vaccinations. Ensuite, nous parlons de la réponse avec le financement durable. Le ministère de la Santé a montré pour 2020 quel était le coût et la quantification des achats de matériel pour l'HD.
jusque pour commencer en 2021 avec le Global Fund, le Fonds mondial pour le financement CD4, CRG, LFA, LMB, 5FC et Cotrimaxol sur les 3 prochaines années, avec PEFAR qui va contribuer au développement national et les fonds pour le CRG, LFA ainsi que les fonds pour le TBLAM et TBT. Les Otomos donnent les fonds pour tout ce qui est le Camazol. La réponse, au niveau d'avoir accès au matériel et aux produits, le résultat d'une quantification annuelle et de la commande au niveau central, il y a suffisamment de matériel et pour l'HD dans le pays. Les hôpitaux utilisent un système informé pour faire une évaluation des stocks qui sont nécessaires pour servir les patients de manière mensuelle et de faire des commandes à la centrale. Ceci inclut des inefficacités dans la commande. Les médicaments sont distribués de manière sémanale, toutes les semaines. Les résultats, quels sont les résultats principaux? Le développement de premières lignes directrices de AHT pour le Lesotho avec une section qui est dédiée, consacrée uniquement à la gestion de HD pédiatrique. On a formé le personnel sanitaire. Nous avons fait en sorte qu'il y a un financement durable pour le matériel HD avec une provision de la prévention mère-enfant pour la transmission du VIH, PMC, TCT pour plus de 285 000 femmes avec une décentralisation pour l'avenir et un mentorship clinique routinier pour la supervision pour faire en sorte que l'on suive les lignes directrices. Et voilà donc mes remerciements finaux, les partenaires du ministère qui sont également sur le groupe technique national Baylor Lesotho, le Centre pour le contrôle des maladies et prévention CDC, l'initiative Clinton d'accès à la santé, Elisabeth Glaser, Fondation Pédiatrique SIDA et CAP, GPGO, Mothers to Mothers, partenaires de la santé. Avec ceci, je voudrais vous remercier pour votre écoute et votre attention. Merci. Merci infiniment, Matt Itzo, et merci de rester dans les temps. Pour aller sur notre dernière présentation de la journée, Dr. Aïda Yamana Brahan. Désolé pour la prononciation. Aïda a plus de 20 ans d'expérience dans les services cliniques VIH et programmation. Elle a travaillé dans différents environnements et pour l'instant, elle est directrice des stratégies techniques et elle nous sert de point de référence pour les programmes des pays. Aïda, c'est à toi la parole. Merci, merci Aïke. Et merci à tous pour cette invitation à cet événement. Je souhaiterais essayer de partager mon écran. Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Parfaitement. Excellent. Eh bien, merci. Encore une fois, beaucoup de conversations et on va voir plutôt ce qu'on a fait au niveau de mise en place dans les pays. J'ai ma confrère, Dr. Judith, et je vais faire une présentation au nom de ECPAF. Je vais être brève sur 15 minutes avec le travail d'ECPAF et l'analyse
du panorama HD avec la mise en place dans certains pays pour l'AHD et quelles sont les étapes suivantes. Alors, pour ECPAF, comme vous pouvez peut-être savoir, Elizabeth Pediatric Foundation, la Fondation pédiatrique Elizabeth Glaser, nous avons 4 zones de mise en place, politique, publique et recherche globale et l'assistance technique. C'est notre ligne d'activité dans la plupart des pays où nous sommes présents. Et vous pouvez voir une carte ici avec l'Afrique, avec une présence plus intense dans les pays du sud et de l'ouest de l'Afrique. Je commencerai par parler de l'analyse du panorama dans les pays où nous sommes présents. L'analyse en termes d'objectifs, ce que nous souhaitions voir, c'est ce qui se passe réellement au niveau de la gestion des maladies avec les pays qui sont soutenus par l'ECAF et également voir quels sont les manquements au niveau de ce qui est fait et sur ce qui est vu lorsque les choses fonctionnent correctement, pourquoi ça fonctionne correctement et également partager les expériences parmi les pays. Nous utilisons un questionnaire qui est administré, auto-administré avec des manquements dans le programme et voir quels sont les résultats au niveau des pays. En termes de photographie instantanée, il y a beaucoup de choses à dire, mais pour épargner un peu de temps, je sélectionnerai certaines choses au niveau du niveau de programme dans les pays où nous avons administré le questionnaire avec l'analyse du panorama. Vous verrez que pour le Lesotho, l'Ouganda et le Malawi, et c'est là où ça a été dit oui, et ils sont en vert pour la plupart des questions qui ont été posées. Et l'initiation rapide ARP, la plupart des pays ont dit oui. Testing, détection des pays ont dit oui. Et vous serez tous d'accord avec moi. Sur la charte suivante, vous verrez la disponibilité de TBLAM avec le CRAG LP, tout cela, encore une fois, et pour l'Ouganda, avec Malawi qui dit oui pour la plupart des questions. Et vous verrez pour le Cameroun, Côte d'Ivoire, Mozambique et la Tanzanie au niveau de la disponibilité. Au niveau national, nous aimions voir où nous en étions. Pour réitérer, ceci a été préparé non pas sur un mois, mais sur une période qui s'est terminée il y a 5 mois. Il y a peut-être des actualisations à faire qui ont été qui se sont produites depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Mais nous avons mené quelques actualisations en particulier pour les autos parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées au niveau de la politique, de la maladie VIH avancée pour les autos. Vous verrez que pour le Malawi et l'Ouganda, il y a encore ceux qui ont des politiques au niveau national avec les ressources qui sont disponibles pour mettre les choses en route. Cameroun, Côte d'Ivoire, Tanzanie et Mozambique ont certains problèmes à ce niveau. Pour le Mozambique, Côte d'Ivoire et Cameroun sont ceux qui ont des limites. Au niveau des données, à part Cameroun, Côte d'Ivoire et Mozambique, ils ont un rapport à certains niveaux, pas complètement, mais au niveau de travail de VIH avancé. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans ces pays et encore beaucoup de choses qui ont été faites malgré tout. 3 pays qui ont été sélectionnés, le Kenya, le Malawi et le Zimbabwe. Pour le Kenya, avec le projet Timiza Kavaliste CPFAR, nous avons mis en place un programme au Kenya et depuis que nous avons commencé, on a commencé à avoir des données concrètes sur les indicateurs sélectionnés, choisis.
ce qu'on veut mentionner à ce groupe, ce qui a été fait. On a essayé d'harmoniser le curriculum en 2019 et on a fait la formation pour le personnel sanitaire à la fin de 2019, au mois de décembre. Et après cela, nous avons développé des outils de collecte de données et nous avons inclus cela dans la supervision de routine. Et janvier 2020, nous avons commencé à avoir des données concrètes pour en informer de manière régulière. Comme on peut voir sur le graphique, ce n'est pas seulement pédiatrique, c'est général. Ici, c'est un niveau général. Ce qui est important ici sur ce graphique, c'est que on a des données concrètes et on regarde le nombre de personnes qui ont la ligne de base des moins de 200 avec l'âge. Vous remarquerez que au début de 2020, un nombre de personnes qui faisaient la base de ligne de base était très bas avec une identification à moins de 200 qui était très bas avec la formation et la capacité et la mise en place des instruments et des outils. Il y a eu davantage de personnes qui ont été disponibles au mois de février-mars. Vous allez voir un saut de 245 à 688. Bien sûr, il y a eu des problèmes et vous saurez pourquoi, parce que le COVID a eu des effets au niveau de lockdown. Mais je pense que l'on a fait de bonnes choses avec un bon nombre de lignes de base. Et c'est quelque chose que vous retrouvez ici dans le graphique. Nous avons commencé avec une ligne de base basse. Maintenant, nous sommes à 64, 63, janvier 2020. 63%, c'est toujours insuffisant, mais nous essayons d'améliorer cela. Lorsqu'on regarde l'optique pour les nouveau-nés avec le traitement pour les adultes et les enfants, ceci montre le taux pour les enfants, adultes et enfants. Vous serez d'accord avec moi? On n'y est pas encore pour les enfants, on doit encore faire des choses. On ne doit pas avoir un test pour les enfants de moins de 5 ans, mais au-dessus de 5 ans, ce sera nécessaire. Et c'est important pour faire un suivi et un contrôle des données, etc. Lorsque l'on regarde la ligne graphique, oui, on a amélioré les choses depuis janvier et ces améliorations sont claires avec des défis qui se sont présentés au mois d'août avec les adultes et les enfants. Et vous allez voir que la ligne est un peu plus basse ici. Et on a fait des recherches et nous sommes en train d'essayer d'élaborer ceci, de préparer ceci avec l'équipe. La chose principale sur le graphique antérieur, c'est que nous avons fait un suivi et le suivi de la situation est très important et basé sur les informations qui sont collectées pour partager avec l'équipe. Ceci est pour pouvoir, ce graphique est seulement pour les enfants. Et lorsque l'on regarde le nombre d'enfants avec la ligne de base et ceux qui ont moins de 200, avec l'identification des cas, pour certains mois, il n'y avait pas de demande de cas. Mais si vous regardez le nombre d'enfants qui font du test, c'est encore bas, mais avec une amélioration. Commençant au mois de janvier, il y a eu une baisse encore. Vous avez constaté au septembre, de retour au mois d'octobre et novembre. Et on doit continuer à améliorer avec un accès accru pour les enfants qui est une priorité pour le pays. Et je suis sûr que c'est une priorité pour bien d'autres pays. Ici, je ne vais pas rentrer dans davantage de détails sur les informations qui sont collectées en termes de tuberculose par les enfants, méningite locale. Vous verrez que les chiffres sont peu nombreux, mais avant, nous n'avions rien. Et depuis janvier, nous avons de bonnes données concrètes et ceci nous montre où nous en sommes en termes d'identification. Et nous verrons lorsque nous cherchons sur la manière d'améliorer les choses et au niveau de diagnostic et de traitement.
La plupart des enfants identifiés ne sont pas si nombreux que cela. Certains des défis qui ont été identifiés, c'est l'optimisation et également l'identification en base de cas avec les traitements et les investigations dans les laboratoires. Pour ce qui se passe au Malawi et au Zimbabwe, pour le Malawi et le Zimbabwe, via le financement, nous avons financement de CDC pour Malawi, Bill et Melinda Gates, Fondation Bill et Melinda Gates et Fondation CDC. Pour le Zimbabwe, nous avons Fondation CDC. Nous avons pu développer des manuels de formation, de training, des outils, des SOP, et nous avons également préparé le personnel sanitaire. Et en particulier au Malawi, nous sommes maintenant en train de soutenir MOH au niveau national, y compris avec les autres partenaires de mise en place au Malawi, dans le pays, et particulièrement avec d'autres partenaires de mise en place dans le développement de systèmes QI pour travailler dans le traitement des maladies. J'ai entendu parler du modèle Hub and Spoke. Ceci est mis en place au Malawi en particulier. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais nous avons des paquets de services qui sont donnés avec des services Spock. Vous verrez que la référence, vous voyez qu'il y a Hub and Spock de formation et les sites sont très utiles en termes de centre d'excellence et pour les formations pratiques, consultations et autres services. Le paquet de services est sur l'autre site que nous n'allons pas aborder en détail. Comme je l'ai dit, du Malawi particulièrement, nous voyons comment améliorer la qualité et c'est une description détaillée. Encore une fois, je ne vais pas rentrer en trop de détails, mais nous avons une amélioration, processus d'amélioration de qualité avec préparation phase 1, introduction, mise en place et maintenance. Il y a des composantes clés dans chaque, avec le produit dans chaque zone et comment nous pouvons faire du travail QI pour obtenir des objectifs QI et les mettre dans nos programmes. Et nous avons des interventions concentrées sur le QI pour les maladies VIH avancées. Finalement, encore une fois, il s'agit du QI qui a été développé et nous avons commencé dans la préparation de ce travail en collaboration avec des partenaires de mise en place. Et on peut voir ici quelle est la feuille de route avec le personnel qui sera préparé. Et il y aura une série de projets et nous avons une séance d'apprentissage. Ça peut être 5 ou 6, mais encore une fois, ça a été présenté comme séance de QI. Et la deuxième séance est basée sur les résultats de QI et on a bien sûr une supervision de soutien et de support au niveau du district et au niveau de voir comment le QI est totalement intégré dans la mise en place du traitement des maladies HIV avancées. Finalement, la liste de remerciements, ça peut être long avec CDC, MOH, PEPFAR, USAID, Bill Melinda Gates, Unitaid, CHI, CDC, Fondation ECPAF et bien sûr aussi le personnel sanitaire. Merci infiniment. Merci Aïda encore une fois pour cette brillante présentation. Je voudrais inviter tous les panélistes pour cette séance suivante de questions-réponses. Je crois que l'on a eu un nombre important de questions dans les chats, véritablement dans les chats, mais dans le box de questions-réponses. En préparation pour cette séance, une question en particulier m'est venue à l'esprit.
Et je voudrais commencer avec toi, peut-être, Martina, avant de passer à une autre question, à d'autres questions des autres personnes. Et c'est quelque chose que tu as mentionné pendant que tu présentais en réalité. C'est ceci. Pour une série de programmes, il existe déjà des composantes du package Stop AIDS, Stop SIDA, avec des doses qui ne sont pas spécifiques VIH comme des vaccins et malnutrition, etc. Mais au niveau du paquet, dans les services de routine, c'est un problème. Est-ce que vous avez quelques réflexions sur la manière dont les programmes peuvent amener une amélioration pour le traitement des enfants? Yeah, thank you very much for that question. Oui, merci pour cette question. J'ai bien peur que je n'ai pas véritablement une réponse unique pour cela. Je suis d'accord que c'est un moment essentiel. On essaie de pouvoir l'intégration dans le passé. Nous savons qu'il y a une surcharge des centres et des personnels soignants. Et ce n'est pas toujours facile d'avoir l'intégration pleine, mais je pense que la première étape fait en sorte qu'il s'agit d'une priorité pour le programme et faire en sorte que le leadership des programmes comprenne l'importance de ce sujet. Et il y a aussi une conversation partagée et conjointe pour IA qui permettent de partager un plan sur lequel on sera d'accord. Je crois qu'il y a des connexions au niveau de achat de matériel, de biens qui peut être établi, de produits. Et j'encourage les confrères dans différents pays pour qu'ils nous disent quels sont les ingrédients clés de ce qu'ils peuvent observer qui véritablement aident à faire en sorte que cette intégration soit une réalité. Il faut documenter ça autant que possible dans les pays où il y a encore des difficultés à l'heure de véritablement faire fonctionner les choses. Eh bien, Aïda, j'ai vu que tu avais levé la main, j'allais te demander de d'intervenir. Oui, j'allais en fait répondre à la question qui a été posée dans le chat box, je suis désolé. Oh, je vois, d'accord. C'est bon, c'est d'accord. Et une autre question intéressante qui nous vient d'un des participants durant le processus d'administration. Est-ce que un enfant VIH positif peut avoir le vaccin COVID? Je ne sais pas si Martinia ou Herb, si vous avez des commentaires. Oui, je dirais que malheureusement, on se retrouve dans un environnement où on n'a pas les informations pour les enfants. Et au niveau des vaccins COVID, ceux qui ont été approuvés pour l'instant, il n'y a pas de contre-indication pour les personnes qui ont le VIH parce que maintenant, il n'y a pas d'inquiétude à ce sujet pour les personnes qui souffrent de VIH. Pour les enfants, ceci dit, nous savons que les vaccins n'ont pas été approuvés pour la population pédiatrique. Et par exemple, Pfizer a été approuvé pour les enfants de plus âgés de 16 ans. Et pour Moderna, il faut avoir 12 ans. Il est clair que les deux essais cliniques, il y a deux essais cliniques qui sont sur le point de commencer, mais ça pourrait ne pas être aussi rapide que cela a été pour les adultes. Malheureusement, nous allons nous retrouver dans une zone d'inconnu pour un certain temps. Je ne sais pas s'il y a autre chose à rajouter de la part de mes confrères et compagnons, mais je crois que c'est la réalité. Oui, c'est vrai que les enfants ne sont pas au centre des priorités pour les vaccins COVID, car le risque pour les personnes plus âgées sont plus grands. Ce qui ne veut pas dire que les enfants n'ont pas de maladies sérieuses, mais l'accès au vaccin est assez limité pour l'instant.
Donc, même un enfant avec VIH ne serait pas nécessairement considéré comme étant une priorité. De l'autre côté, la meilleure prévention pour éviter un COVID sévère une personne qui souffre de VIH, c'est de faire en sorte qu'ils continuent à prendre leur ARP et gèrent leur maladie VIH et la maintiennent sous contrôle pour limiter les comorbidités. Et ceux qui regardent COVID et les personnes avec VIH, ils nous insistent sur le fait que beaucoup de ceux qui ont un COVID sévère ont également d'autres comorbidités qui les placent en position de risque. Et il n'était pas clair si VIH était considéré comme un risque majeur. Je crois que tout le monde attend davantage de données sur les vaccins, mais aussi c'est une question de disponibilité. Merci, Herb. Euh, je voudrais laisser Amir poser la question panélistes. Oui, merci. Je voudrais remercier les panélistes pour la qualité des présentations. Je suis sûr qu'il y a un tas de gens dans le public qui ont retenu des tas de choses de ceci. Et ceux qui sont à l'écoute, il y a encore du temps disponible. Prenez l'opportunité de poser des questions que vous souhaitez poser. Je voudrais remercier l'État pour cette présentation véritablement intéressante. Il y a des niveaux élevés de TB, de détection de TB avec des gens qui ont VIH avancé, en particulier des données du Kenya qui ont été montrées. Et j'étais très intéressé de voir comment le diagnostic est fait et comment, je crois que c'était 32%, je n'étais pas tout à fait certain si c'était des adultes et enfants, seulement des enfants. Néanmoins, c'est extrêmement haut. Et est-ce qu'on pourrait peut-être parler du test lame urinaire TB pour les enfants? Parce que comme Martina a mentionné, l'OMS dans les actualisations 2020, il est clair que le test est recommandé pour les patients adolescents et adultes. Et ceci dit, nous observons sur le terrain et des niveaux très bas d'utilisation de tests dans beaucoup de pays pour les adultes. Et mon impression est certainement que l'utilisation pour les enfants reste à des niveaux très bas. Donc oui, Aïda, est-ce qu'on pourrait parler de ce niveau très élevé de TB qui est montré pour le Kenya et ton opinion sur le diagnostic? Merci. Ce qui a été montré, c'était pour les adultes et les pédiatriques. Et il y a un diapositive séparé, 35 TB, c'est le chiffre, ce n'est pas un pourcentage. Peut-être que ce serait pour toute l'année du mois de janvier jusqu'au mois de novembre. C'est élevé, mais pas si élevé, au moins pour le nombre de patients qui faisaient l'objet d'un suivi. On utilise le TB-LAM pour ça. Et la chose principale, c'est qu'après avoir les indicateurs clés et la formation et regarder les données, c'est davantage du mentoring qui a eu un résultat significatif et il montre que celui qui doit être testé parce qu'avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on ne le faisait pas de manière fidèle. Je crois que ça n'était peut-être pas fait correctement et le mentorship de qualité est ce qui nous a beaucoup aidé. Et c'est accompli dans 46 centres et on a élargi cela pour le Kenya. Et c'est la principale chose que nous faisons. Nous nous assurons que le diagnostic est disponible tout le temps. Je crois que c'est la partie principale. Et au niveau pédiatrique, la diapositive que j'ai montrée, c'est 35 et c'est un chiffre, un nombre, ce n'est pas un pourcentage. Voilà, donc que ce soit clair. Amir, tu es en silence. Oui, merci.
Merci Aida pour ceci, pour cette réponse. Juste une chose, en termes de données, on était également très impressionnés avec certains résultats et on a commencé à se demander ce qui se passait. La principale chose, c'est la fidélité, mais on continue à penser que c'est relativement bas. Et si on fait davantage au niveau de QI et de mentorship, ça augmentera. Nous allons dans cette direction pour faire en sorte que les diagnostics sont disponibles. On n'a pas fait un shift. On voulait être très intensif, mais lorsque l'on a augmenté les choses, lorsqu'on augmente les choses, on va voir, on va devoir déterminer si c'est suffisant, faisable dans d'autres pays où les ressources ne sont pas disponibles. Donc, le TBLAM est utilisé fréquemment, tel que c'est recommandé pour les enfants? Oui, c'est ça. Ce qui n'est peut-être pas le cas dans énormément d'endroits. Très bien. On vient d'avoir une question qui nous est arrivée, qui est une question d'ensemble qui dit quels sont les vides au niveau de traitement pour VIH pour enfants qui existent encore pour les enfants et les adolescents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait répondre à cela? Quels sont les vides au niveau des traitements pour le traitement des VIH enfants et adolescents? Il y avait, je suppose que pour les adolescents, il y a des problèmes d'adhérence et il y a une autre question qui nous est arrivée qui demandait si les gens avaient des commentaires à faire au sujet des adolescents. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la relève. Et au niveau des traitements VIH ou complications, il y a un vide de données avec une attention en augmentation sur des questions sur le TTV et nous aimerions avoir plus d'informations à ce sujet pour la population pédiatrique et il y a pour la formule de la tablette, il y a une nouvelle formule et on va découvrir très vite sur l'administration et l'utilisation de cette nouvelle formule. Par exemple, on ne sait pas si cette formulation peut être donnée, administrée avec d'autres liquides comme le sein maternel ou le jus, le lait maternel ou le jus, qui est recommandé d'être administré avec de l'eau. Je ne sais pas, Martina, si je t'ai volé la parole, il y a peut-être d'autres choses que tu souhaites mentionner. Je peux peut-être rajouter deux, trois choses sur ce que tu as dit pour dire que ceux qui sont actifs dans cette activité pour les prochains mois, nous avons des essais importants qui ont été terminés, qui sont sur le point de terminer, avec des expériences dans les pays qui a été documentées. Je crois que il y a une invitation pour que les gens gardent un œil sur les conférences à venir et les opportunités pour voir ce qui semble être assez encourageant, mais davantage d'expérience est nécessaire pour continuer. Je crois que le point de l'administration qui a été mentionné, c'est toujours un point difficile, mais il y a un groupe de travail qui a été en interaction avec la compagnie pharmaceutique et nous allons faire en sorte d'inclure des nuances spécifiques à l'administration de cette formule lors des premières lignes d'orientation qui seront publiées cette année. Au niveau des questions en suspens, je crois qu'il y a un nombre d'infections qu'on essaie encore de comprendre
le rôle qui est donné au niveau des résultats cliniques en général. Et on a mentionné le CMV et il s'agit de quelque chose qui est déjà en route et on va peut-être pouvoir comprendre davantage à ce sujet. Et il peut y avoir d'autres infections sur lesquelles nous allons devoir nous concentrer pour la détection et le traitement dans un futur proche. Au niveau de l'adhérence, je voudrais mentionner que nous savons que pour le traitement, en général, les adolescents ont profité de soutien de leurs compagnons et ça a été documenté, mais c'est quelque chose qui doit être tenu compte, dont on doit tenir compte. Et nous savons que beaucoup de pays prennent ça très sérieusement et le soutien des compagnons est véritablement quelque chose de très important et pour la qualité de vie de l'adolescent. Il est important de prendre ceci en compte parce que souvent les sont prendront des doses qui ne sont pas adhérentes et il y a d'autres qui ne reviennent plus au programme avec une idée claire qui a un paquet pour ces adolescents. Et le soutien et le conseil doit être donné parce que c'est ça qui va être clé. Great. No, thanks very much, Martina. And Super, merci infiniment Martina. Je crois que that have achieved really effectivement les programmes qui ont eu de bons résultats avec les adolescents, certains ont publié leurs expériences et en se consacrant au soutien des confrères, des compagnons, davantage que ce que l'on voit sur les adultes. Et que je crois que tu as quelque chose, il y a davantage de questions qui ont été posées dans la boîte aux questions. Oui, merci, merci. La question suivante, Aïda, celle-ci, c'est pour toi. C'est une question ouverte et c'est la suivante. Pour les patients qui sont positifs au crack, il y a une ponction lombaire qui a été faite si le traitement était basé sur la positivité cervicale. Oui, c'était le résultat, oui, c'est ça. Et encore une fois, sur ce sujet, encore une fois, nous devions confirmer ces diagnostics et ça, il nous a aidé à les identifier. Il y avait sous-estimation en disant, oh, il n'y en a pas beaucoup, mais ce n'était pas la réalité et on a confirmé les diagnostics. Oui, désolé d'interrompre, c'est de la ville du Cap, Cape Town. Pour les patients, on allait de 0 à 14 ans, mais est-ce qu'il y en avait qui avaient moins de 5 ans d'âge? Excellente question, je l'ai mentionné. Il est possible que je n'ai pas ces données, mais à ce moment-ci, nous avons des données accumulées et nous avons une idée que ceux qui ont moins de 50 ans n'en ont pas besoin, mais le diagnostic peut changer. Mais ces données, c'est de 0 à 14, nous n'avons pas les données concrètes qui est plus ou moins de 5 ans à cet instant. Lorsque nous les aurons, nous les publierons. Merci, Lisa. Encore peut-être une question. Il y avait une question dans le chat qui demandait si on pouvait partager le manuel du Lesotho. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Oui, toutes les lignes d'orientation sont finalisées. Une fois qu'on aura cela, c'est gratuit, vous pouvez y avoir accès, vous n'avez qu'à le demander, nous pouvons partager ça. Merci. Encore une question, et c'est pour Herbe, et je sais que c'est une question qui a été adressée dans le chat, mais
Et c'est pour les participants, c'est sur le TPT. Est-ce qu'il y a un besoin de répéter le TPT avec ce qui a été trouvé au niveau de recherche sur ce sujet? Oui, Ike, merci. Alors, une question avait un rapport avec la durabilité. La thérapie de prévention de la tuberculose tue la tuberculose latente dans le corps de quelqu'un, mais dès que les médicaments ne sont plus administrés, on peut être réinfecté. Et donc, ça ne dure pour autant que il y a l'administration et ça va varier en fonction de d'où vous vous trouvez. Et en 2012, il y a eu une étude qui faisait une étude de ce qui se passait en Afrique du Sud dans les mines. Et alors que les mineurs prenaient de l'IPT, ils étaient protégés. Et dès qu'ils cessaient de le prendre, il y avait une nouvelle infection. Et donc, on a dit oui, l'IPT n'est pas efficace, mais si, au contraire, c'est efficace tant que c'est pris, administré. Et surtout dans un environnement plus prone à les infections dans le sous-sol, tuberculose et continuer à prendre ce médicament était la meilleure solution. L'OMS a eu une recommandation conditionnelle extra avec l'administration de ceci pour l'administration à long terme. Il est aussi intéressant de voir, il y a une étude qui a été conduite, qui a été présentée l'été dernier, qui regardait l'initiation aux thérapies de prévention de tuberculose en Afrique. Et dans l'ensemble, les taux d'initiation TPT étaient à 25%. Et donc, en s'inquiétant un peu de la fréquence avec laquelle ça doit être fait, je crois que ce n'est pas la véritable question. Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas à le faire correctement au départ, plutôt que de voir avec quelle fréquence? Il y a eu des études qui ont regardé de recommencer tous les 3 ans. Ça peut être une bonne idée, mais il faut commencer par le début. Et si on ne commence pas par le début, on devrait se concentrer sur ça. OK, merci pour cette perspective. Je crois que je suis tout à fait d'accord avec ces commentaires. Une toute dernière question et je vois que l'on arrive à la fin du temps qui nous est consacré. Amir, peut-être? Thanks, EK. Ouais, merci, Ake. Yeah, I guess Oui, je crois qu'on devrait conclure dans 1 minute, mais on a peut-être le temps de répondre à une des questions qui est en train de nous arriver. Il serait peut-être bon de terminer sur une question au sujet de la communauté pour voir ce que les gens ont à dire au sujet de la participation de la communauté et pour les adolescents et les questions pédiatriques. La personne apprécierait ici des idées ou des commentaires que les gens pourraient avoir au sujet. Il y a des enfants souvent des problèmes. So there's the community awareness, but then there's also the role of community-based organizations, maybe testing in the community. So the communities are obviously a broad thing. Ainsi que les communautés sont importantes, il faut insister sur le rôle des communautés spécifiques, les enfants malades qui ne sont pas encore arrivés dans les hôpitaux. Là où il y a un rôle à jouer de la communauté, on doit apprendre davantage sur les maladies avancées. VIH, c'est bien les règles de la messe insiste sur le rôle des communautés sur base des résultats qui ont montré
que des visites toute la semaine pour le premier mois d'ART étaient associées à une baisse de la mortalité. Et comment les programmes locaux fonctionnent requiert une étude plus approfondie pour voir quel est le meilleur mix à l'heure de faire ceci. Et donc, il faut voir si ça peut être adapté aux enfants. C'est quelque chose qui requiert davantage d'études et de recherches. Merci infiniment. Nous sommes à court de temps. Nous allons rajouter certaines de ces questions pour les mettre sur le site web pour cette série. Mille excuses si l'une de vos questions n'a pas été traitée. Je voudrais remercier tous les panélistes. Mille fois merci à tous pour votre présence. Merci et on se retrouvera la fois prochaine. Merci tout le monde.